Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, nous allons étudier la Sidra de Tetzavé, dans laquelle nous continuons à recevoir les commandements qui concernent Aaron, le grand prêtre, mais également les Kohanim après eux. Notamment vis-à-vis de cette catégorie de personnes qui servent dans le tabernacle et puis dans le temple, il va y avoir une cérémonie d'intronisation, une manière de les accueillir au sein de l'Assemblée d'Israël. Et donc, on nous parle de leurs habits, on nous parle de cette cérémonie dans laquelle ils sont accueillis, euh, et ensuite de la transmission qui sera opérée de génération en génération, depuis Aaron, et puis ensuite vers ses descendants. Au Big Kodesh, Shachar et Aaron, les habits d'Aaron, bien, ils seront transmis à leurs enfants, et ensuite, une génération laissera la place à une autre. Lorsque cela arrive, eh bien, et que les Kohanim sont investis de leur fonction, ils doivent passer un cycle durant lequel, pendant 7 jours, ils porteront ces vêtements, et ensuite, ils entreront dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation, pour pouvoir commencer à servir dans leur devoir sacré. Et ensuite, on prend un bélier et ils devront manger de ce bélier. C'est une sorte de corban, de sacrifice qui sera inaugural. La famille du Cohen, donc Aaron et ses enfants, donc, devront consommer cette viande-là. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 29 au verset 30 à 35. Et donc, il y a un repas qui est organisé avec ce premier corban, ce premier sacrifice, avec du pain qui est dans les paniers qui sont préparés à l'entrée de la tente d'assignation dans laquelle ils serviront. Ils mangent ce sacrifice, ils mangent ce pain, et ensuite, après qu'ils auront été purifiés par ce corban, eh bien, ils pourront commencer à servir dans le tabernacle. Personne d'autre que les Kohanim ne peuvent manger de ce corban. Par contre, là où c'est étrange, c'est que de cette viande, de cette chair, ce qui reste en plus, verhanotar, ce qui n'a pas été consommé, on a l'obligation de le brûler. Vesarafta et hanotar be'esh, velo yachel min hakodesh. Le surplus devra être consumé par le feu et il ne devra pas être mangé parce que c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Et ceux qui ne sont pas kohanim ne peuvent pas les manger, mais même les kohanim ne peuvent pas en manger non plus. Nos sages se questionnent sur cette pratique, ce gâchis en fait, cette pratique. Pourquoi est-ce que ce qui aurait été consommé, ce qui aurait pu être consommé, donc ils ne peuvent pas tout manger, il y a un bélier entier, je ne sais pas combien ils sont, mais d'un autre côté, il reste de la viande, dommage, ils ont qu'à le garder pour après. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas consommer de ce qui reste? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas tout simplement faire un doggy bag et le prendre à la maison et ensuite le consommer les jours suivants? Eh bien, lorsque on s'intéresse aux commentaires qui en sont extraits, on se rend compte que il y a dans cette consommation, il y a quelque chose de particulier. Ce n'est pas un repas normal, c'est un repas sacré. Quelle différence il y a entre un repas normal et un repas sacré? C'est simplement le rapport qu'on a à la nourriture. Dans le cadre d'un repas normal, effectivement, on peut récupérer des choses. On est là pour manger. On est là pour manger. Accessoirement, on peut réfléchir, on peut discuter, on peut échanger. C'est un repas. On peut parler de la famille, des besoins de chacun, on peut parler de leur histoire, de leur journée, etc. C'est un repas normal. Là, il s'agit non pas de se réunir pour le repas, mais il s'agit de célébrer quelque chose. Donc, ce qui nous rassemble, c'est la célébration, ça n'est pas le repas. C'est pas qu'on vient parler à cause du repas, c'est que le repas vient agrémenter un événement. À partir du moment où l'événement est fini, le repas n'est plus, et donc la cause qui motivait ce repas n'existe plus. Il n'empêche que cette nourriture, elle était consacrée pour cet événement-là. Ce qui veut dire quelque chose d'intéressant, c'est que la manière dont nous avons de considérer la nourriture, c'est qu'elle vient servir un projet. Elle vient servir un projet, elle vient agrémenter une volonté, elle vient soutenir une démarche, mais elle n'est pas un but en soi. On ne parle pas de la question de manger à sa faim, on ne parle pas de la question de se nourrir. On parle de manière générale
des différentes formes de gastronomie et surtout du rapport à la nourriture. Dans une société où la surconsommation est la norme, c'est euh, c'est un passage qui doit être fondamental. C'est-à-dire que on a une société qui est axée sur la vente et donc on va nous vendre la gastronomie comme étant un art, ce qui peut être un art, mais qui normalement devrait être réduit à sa fonction principale qui est de nourrir. Nourrir, ça sert à vivre et nourrir, éventuellement, ça peut servir d'autres projets. Mais ça n'est pas un but en soi. Donc, on a effectivement énormément d'émissions de télévision sur un dîner presque parfait, Top Chef, Master Chef, Super Chef. Bref, on a des tas d'émissions qui vont s'axer sur la beauté de la nourriture. Alors que fondamentalement, la nourriture, ça sert à exister. Ce que nous apprend ce passage, c'est que le surplus ne peut pas être consommé. On n'est pas là pour la surconsommation. Là, il s'agit d'une surconsommation. Parce que c'est là, alors on va le manger. Parce que c'est là, alors nécessairement, ça doit être consommé. Non, pas nécessairement. Effectivement, lorsque la nourriture a servi son projet, eh bien, elle doit être cantonnée à ce pourquoi elle existe et le domaine dans lequel elle existe. À partir de là, on peut imaginer toute forme artistique, comme pour la musique, comme pour toute autre chose, mais ça n'est pas de l'ordre de la nourriture, c'est de l'ordre de l'art ou d'autre chose, mais ça n'est pas dans l'ordre de la consommation. La surconsommation est quelque chose qui n'est pas souhaitable, et pour éviter de s'habituer à surconsommer, eh bien, on préfère encore réduire les quantités pour que on soit sûr qu'il ne reste rien, ou à le brûler plutôt que de s'habituer à toujours prévoir plus, quitte à en consommer de trop. La surconsommation n'est pas ni bonne ni pour le corps ni pour l'âme. C'est la raison pour laquelle cette nourriture ayant servi son propos, ayant servi son projet, devra être brûlée plutôt que d'être mangée. C'est évidemment très loin de nos traditions familiales où on a pris l'habitude parce que, par temps de disette et de famine, on a été habitué à tout consommer et à comprendre la valeur de la nourriture, mais ce passage, dans des contextes de faste, peut nous permettre de reprendre le contrôle sur ce que doit représenter la nourriture pour nous. Ça sert un but, ça sert un projet, ça sert à se nourrir, ça sert à agrémenter une occasion, mais en aucun cas, eh bien, ça doit nous pousser vers une surévaluation de la nourriture et surtout une surconsommation parce que c'est là, alors il en faut plus. Lorsqu'il y a de plus, on aurait dû y penser avant, s'il y a du plus, le plus parfois étant trop. Voilà, moi aussi le goya, quand on en rajoute un trop, c'est comme si on en retirait. Le plus est l'ennemi du mieux. C'est de cette manière que la Torah considère que lors de cette fête-là, il est préférable d'en avoir moins. Et s'il y en a plus, eh bien, on devra le brûler plutôt que de le consommer. Ça a l'air d'être en contradiction avec l'interdiction de baltachrit, l'interdiction de gâcher, certes, mais c'est aussi un moyen de limiter les abus dans tous les sens. Puisque bientôt c'est la fête de Purim qui arrive, il est temps de penser à la manière dont nous allons organiser nos Mishloach Manot, notre repas de Purim, notre Mishté. Est-ce que l'idée, c'est d'en faire le maximum, quitte à tout jeter et à devoir tout consommer le lendemain, ou est-ce qu'il s'agit d'avoir une nourriture raisonnée et raisonnable? C'est l'approche que nous apporte cette Sidra de Tessavé qui tombe systématiquement avant la fête de Purim. Shabbat Shalom à tous.